Dans un épisode comme celui d'aujourd'hui, le titre du podcast prend tout son sens. On le sait, hein? On en parle souvent, c'est nécessaire de bouger pour grandir. Mais lorsqu'un enfant à qui on demande de bouger pour faire ses activités du quotidien, comme s'habiller, manger proprement ou écrire à l'école, ou qui veut bouger pour participer à des activités physiques avec ses amis, comme des jeux de ballon, faire du vélo, mais que chaque geste est un casse-tête de séquences motrices à assembler à chaque fois. Eh bien, pour ces enfants-là, c'est une toute autre histoire de bouger pour grandir. Tellement. Et cette voix-là que tu viens d'entendre et que tu as peut-être reconnue si tu écoutes souvent le podcast, c'est celle de Christiane Lacroix, qui a participé à 3 épisodes du podcast avec moi sur le sujet du TDC, avec ses stratégies, je dois dire, très créatives pour les lacets, le découpage, le clavier. Et de nouveau, elle est avec moi aujourd'hui pour vous présenter, roulement de tambour, notre nouveau livre, 10 questions sur le TDC, le trouble développemental de la coordination chez l'enfant et l'adolescent, mieux comprendre pour mieux intervenir. Oui, on est vraiment excités d'avoir donné naissance après 9 mois de rédaction conjointe là, à cet ouvrage. Puis on espère vraiment que ça va contribuer à déconstruire certains mythes sur le TDC, sensibiliser aussi ceux qui n'ont jamais entendu parler du TDC et surtout à tous ceux qui accompagnent les enfants et leurs familles. Oui. On espère qu'on va pouvoir contribuer à transformer les « je ne sais pas comment faire » en « je réussis maintenant à le faire ». Oui, c'est ça l'objectif. Alors, on se retrouve après la présentation du podcast avec un extrait du contenu de chacun des 10 chapitres, les 10 questions auxquelles on répond dans le livre. Bonne écoute! Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Christiane, en intro, tu disais qu'on va déconstruire des mythes, c'est une de nos intentions. Tu pourrais-tu nous en nommer 2 qui circulent sur le TDC? Oui. Alors, le premier, le jeune qui a un TDC est juste paresseux. Il fait aucun effort pour faire de son mieux. Et le deuxième, le TDC est une maladie dont on peut guérir. Alors, à l'écoute du podcast, si tout va bien, vous devriez être capable de répondre facilement à ces 2 questions-là, à savoir si c'est un mythe ou une réalité. Exactement. Le matin, quand on s'habille, là, on enfile machinalement notre T-shirt. On n'a pas conscience de tout ce qu'on fait pour réussir cette action-là. Et on pourrait facilement penser qu'il s'agit d'une seule action, mettre le T-shirt, mais en fait, il s'agit d'une série de petits gestes moteurs qui s'enchaînent un après l'autre harmonieusement. Donc, trouver le T-shirt, identifier le col, le devant, le derrière, passer le bras, l'autre bras, ajuster les petits plis. Et cette tâche-là, tout comme tartiner la tranche de pain, de beurre de pinot, brosser ses dents, faire son lit, puis à l'école, à la garderie, découper, écrire, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, des actions motrices complexes. Absolument. Et pour la majorité d'entre nous, ces gestes-là restent complexes juste un certain temps, temporairement. C'est vrai. Le temps de les apprendre, puis c'est tout. Avec l'entraînement, ils deviennent graduellement plus précis, rapides, fluides, puis surtout, automatiques. Ils se font sans qu'on ait besoin d'y penser. Oui, mais là, il y a, pour certains enfants, que ce processus-là d'automatisation, malheureusement, ça reste hors de portée.
ou ça ne s'installe pas complètement. Alors, des actions comme enfiler le fameux T-shirt, ça va continuer de demander un effort conscient à chaque fois. Et le jeune, il sait ce qu'il veut faire. Il veut enfiler son T-shirt. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment le faire, ou en fait, son corps ne sait pas comment le faire. Et c'est ça le TDC, le trouble développemental de la coordination. Et d'ailleurs, le trouble développemental de la coordination, le TDC, est surnommé le trouble du comment faire. Imaginez la fatigue qui s'accumule chez un jeune quand chaque action de la routine du matin, qui est supposément simple, demande autant d'efforts mentaux. Puis maintenant, visualisez ce même jeune qui doit ensuite affronter des tâches encore plus complexes. Par exemple, faire un bricolage, écrire un texte en classe, tracer un cercle avec un compas, tout ça. Ou plus tard, quand il va être grand, préparer un repas, nettoyer la salle de bain. Donc, c'est ça, on comprend vite que chaque activité qui se succède devient un défi plus grand que le précédent. Parce que ces piles, les piles, l'énergie disponible, sont déjà à plat. Mais oui, l'enfant, il aimerait ça être capable de faire plein de choses, mais chaque geste, chaque activité, c'est compliqué. Et là, il y a tout le temps ce petit doute là, dans sa tête d'être différent. Pourquoi ça prend plus de temps pour moi? Pourquoi c'est plus facile pour ma sœur que pour moi? Puis là, à tout ça, c'est clair qu'il faut ajouter le grand monde des émotions. Parce que oui, quand tout exige autant d'efforts, découragement, frustration, c'est des émotions qui sont jamais bien loin. Puis les crises de colère, les pleurs non plus. Et ces émotions-là, elles s'accumulent chaque jour, depuis la petite enfance, et elles ne disparaissent pas une fois que la tâche est terminée. Elles restent là comme en arrière-plan. C'est comme une ombre là, qui teinte le sentiment de compétence de l'enfant sur le plan moteur, oui, mais sur toute son autonomie aussi, sa confiance, son estime de soi. Alors, essentiellement, ça commence avec un problème moteur, mais les conséquences peuvent être tellement plus étendues. Oui, puis c'est précisément ici que le rôle des parents, des éducatrices, des enseignantes, des intervenantes devient fondamental. Oui. Donc, veiller à comprendre ce que traverse l'enfant, c'est important, les défis auxquels il fait face, savoir l'accompagner avec bienveillance, avec empathie, pour l'aider à trouver des stratégies pour avancer un pas à la fois. Maintenant, je pense qu'on a bien introduit le sujet et on va passer aux 10 questions qu'on aborde dans l'ouvrage. Et la première, à laquelle on va donner un extrait de notre réponse, qui est évidemment bien plus élaborée dans le livre, c'est concrètement, là, c'est quoi le TDC? C'est un trouble qui affecte le comment faire des mouvements, comme on vient de le dire. L'enfant sait ce qu'il doit faire. Il a souvent une très bonne idée générale de l'activité qu'il doit réaliser. Oui. Mais lorsqu'il se met en action, ça ne se déroule pas comme prévu. Il ne sait pas par quelle étape commencer. Il peut s'empêtrer dans ses mains, ses bras, ses jambes. Puis le résultat, c'est qu'il fait des erreurs motrices qui, additionnées les unes aux autres, conduisent à de la maladresse, à des dégâts, à des blessures, à un manque d'autonomie, puis aussi à une incapacité de faire les choses qui sont attendues dans un délai acceptable pour son âge. Donc, avec ce que tu expliques là, c'est pas de la paresse, c'est pas un manque de volonté, c'est clair. C'est clair. Le TDC n'est pas non plus une maladie que l'enfant a attrapée. Ce n'est pas causé par une déficience intellectuelle ni une déficience visuelle. Tous ses muscles fonctionnent. Son intelligence est dans la normale. Puis, enfin, le TDC n'est pas lié non plus au contexte éducatif ou socio-économique dans lequel l'enfant grandit. En d'autres termes, il en résulte que c'est pas un manque de stimulation à la maison ou à l'école. Non. C'est pas dû non plus à un facteur culturel ou social. Non. Alors, il vient d'où le problème? Le problème, il vient plutôt de ce qu'on pourrait appeler la console de contrôle des mouvements dans le cerveau. Ah, intéressant. C'est une condition avec laquelle l'enfant est né et qui va l'accompagner toute sa vie. Toute sa vie. Oui. Puis, évidemment, selon le degré d'atteinte et aussi la présence d'autres troubles associés, les défis seront plus ou moins importants, plus ou moins envahissants et plus ou moins visibles.
Question 2. Comment savoir si c'est un TDC? Bien, d'abord, le TDC, c'est un diagnostic médical. OK? Une personne pour qui sa force, c'est pas la motricité, c'est pas de ça qu'on parle. OK? C'est un diagnostic avec des critères. Ça va bien au-delà de la description de « il est maladroit, lui ». Oui, et les critères diagnostiques, ils sont les suivants. Le premier, il doit y avoir une maladresse compte tenu de l'âge de l'enfant. Ça, c'est le premier critère. Oui, il y en a 4, hein? Oui, exactement. Là, tu nous les simplifies là, dans tes mots. Oui, parce que c'est ça. Ils sont expliqués dans le livre, là, vraiment. Donc, le premier, maladresse pour l'âge. Le deuxième, les difficultés sont présentes au quotidien, puis sont significatives et persistantes. Ça dure dans le temps. OK. Le troisième, ces difficultés-là sont présentes depuis l'enfance. Ça ne vient pas juste d'arriver. Ça s'est installé depuis longtemps. Et le quatrième et dernier critère, les difficultés ne sont pas ni causées ni mieux expliquées par une autre condition. Par exemple, une déficience intellectuelle ou visuelle. Donc, déjà d'emblée, ça traduit déjà pourquoi c'est complexe de déceler pour un parent, une éducatrice, l'enseignant, puis même le médecin de TDC, parce que c'est des critères qui sont durs à objectiver. Absolument, hein? C'est ça. Le TDC affecte quand même environ 5 à 6 % des enfants d'âge scolaire, donc c'est pas banal. Hein? Puis, il y en a quand même beaucoup d'enfants qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, c'est de là l'importance d'en parler, puis de voir ces enfants-là, puis de les évaluer. Oui. Question 3. Comment créer des conditions favorables aux apprentissages moteurs? Bien, il y en a plusieurs. On va vous en présenter 2. Et le premier, et non le moindre, c'est que c'est important de créer un espace affectif sécurisant. Oui. Tout le monde apprend mieux quand le climat émotionnel est bienveillant, particulièrement l'enfant avec un TDC. Donc, il y a besoin d'être accompagné d'un adulte qui le regarde avec un sourire sincère, qui lui transmet pas de pression et qui va être indulgent, patient, mais en même temps, qui lui reflète ce qui est. Hein? Il ne faut pas le sous-estimer. L'enfant, il n'est pas dupe là, de sa condition. Il sait très bien qu'il y a plusieurs choses qui lui demandent beaucoup d'efforts, plus que les autres. Et il y a donc besoin de transparence, de validation par rapport à ce qu'il vit dans le ici maintenant. Essentiellement, on ne devrait pas tenter de le rassurer à tout prix, puis lui dire c'est pas grave, tout va bien, lui faire miroiter, dans le fond, une vision excessivement positive là, de sa routine ou de son futur. Il y a besoin d'être écouté, il y a besoin d'être sécurisé. C'est une très bonne condition favorable aux apprentissages moteurs. Oui. Un autre exemple serait d'enseigner dans les vraies situations. Ça, c'est important. Vraiment. C'est vraiment une des règles d'or avec le diagnostic de TDC. Donc, enseigner, expérimenter dans les vrais contextes, les vraies situations. Puis pourquoi on fait ça? Bien, c'est pour être efficace, hein? Parce que pour que l'apprentissage soit efficace, apporte des bons résultats, il faut qu'il y ait lieu dans des contextes où l'enfant utilisera réellement ses nouvelles compétences avec les outils et le matériel dont il a besoin. Par exemple, apprendre à dribbler dans l'environnement même où le basketball se pratique, donc dans un gymnase où il est entouré des distractions, des sons, des mouvements, des autres enfants qui jouent. C'est un bel exemple. Puis ça, bien, c'est essentiel pour qu'ils puissent généraliser cet apprentissage moteur-là dans un vrai match d'équipe, par exemple, dans un gymnase ou sur un terrain extérieur. Donc, finalement, on conclut en disant qu'apprendre à dribbler avec un ballon dans un milieu clinique ne donnera pas les mêmes résultats que dans la vraie situation dans laquelle l'enfant va devoir appliquer ses stratégies. Bien, c'est tout à fait logique. Si l'enfant a de la difficulté à maîtriser la séquence de sa brosse à dents jour après jour dans sa salle de bain, bien, déjà, si on ne l'enseigne pas dans cette même salle de bain-là, on a moins de chances d'avancer dans l'apprentissage moteur. Question 4. Comment l'ergothérapie peut-elle aider? Ah bien là, ça, c'est un gros chapitre. En fait, l'ergothérapeute, c'est le professionnel le plus sollicité et impliqué
pour soutenir l'enfant et sa famille en contexte de TDC. Et on va parler du processus de l'ergothérapeute, ce qu'il évalue et des approches d'intervention qu'il utilise, notamment une approche bien connue pour plusieurs en ergothérapie, créée par des ergothérapeutes et qui a beaucoup d'appui scientifique. C'est l'approche coop. Donc, on va présenter comment, avec des exemples, on peut l'utiliser pour soutenir l'enfant. Donc, tout ceci dit, pour résumer ce chapitre-là, plus avec peut-être 2 témoignages, parce qu'on en a plusieurs dans le livre qui témoignent justement de l'impact possible de l'implication de l'ergothérapeute auprès de l'enfant. Oui, effectivement, on a glissé des témoignages de plusieurs mamans et de jeunes aussi qui vivent avec un TDC. Je vous lis le témoignage de la maman d'Eliot. Nous avons eu la chance de croiser une super ergothérapeute au centre de réadaptation. Elle nous a beaucoup aidés, Eliot et moi. Tout d'abord, elle a pris le temps d'expliquer à Eliot en quoi consistaient ses difficultés et comment elles se manifestaient pour lui. Elle a su lui faire prendre conscience qu'il avait des forces et qu'il était capable d'acquérir des nouvelles compétences motrices au lieu de baisser les bras comme il avait l'habitude de faire. Et en tant que parent, j'ai appris comment intervenir efficacement auprès de mon enfant. Je comprends mieux ses difficultés et je peux plus facilement l'aider à trouver des solutions. Et les quelques rencontres que nous avons eues ont grandement amélioré notre quotidien et ont eu plusieurs effets bénéfiques à long terme. Et maintenant, le témoignage de la maman de Nathan. Chaque petite victoire, lorsqu'il a appris à attacher ses souliers seuls, à patiner, à mieux gérer sa routine ou à s'organiser dans ses tâches, découle en grande partie de l'accompagnement personnalisé qu'il a reçu. L'ergothérapeute a su adapter ses interventions à ses besoins, le motivant sans le brusquer, l'encourageant à se dépasser tout en respectant qui il est. Aujourd'hui, je vois un jeune homme plus autonome qui continue de grandir avec les ressources qu'il a développées. Le rôle de l'ergothérapeute dans ce parcours a été tout simplement essentiel et je lui en serai toujours reconnaissante. Question 5. Comment aider l'enfant à développer son autonomie à la maison et à la garderie? Bien évidemment, dans le livre, on propose plusieurs façons d'aider l'enfant à développer son autonomie, que ce soit à la maison ou à la garderie. L'une des stratégies présentées dans le livre est de réaliser des enseignements explicites. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, explique-nous. Bien, un enseignement est explicite quand aucune des composantes de la tâche ne doit être comprise par déduction. Ce que ça veut dire, ça, c'est donc quand aucune composante ne demeure implicite. Par exemple, s'il peut sembler naturel pour la plupart d'entre nous de remettre le bouchon sur le tube de colle après l'avoir utilisé, ce n'est pas nécessairement le cas pour l'enfant qui a un TDC. Donc, quand on lui enseigne la tâche, rien ne devrait être laissé à l'intuition. Chaque étape de la tâche devrait être abordée. Donc, un enseignement explicite ne sera généralement pas fait de manière spontanée parce qu'on risquerait d'oublier de mentionner certaines étapes importantes que l'on fait automatiquement. Pour cette raison-là, on voudra prendre le temps d'analyser les composants de la tâche en la réalisant d'abord soi-même, puis en notant clairement tout ce que l'on fait étape par étape. C'est comme le fameux T-shirt du début. On ne dirait pas « mets ton T-shirt ». Il faudrait décrire chacune des étapes. C'est en plein ça. La meilleure façon de les décrire, c'est de le faire, s'analyser, se filmer peut-être quand on le fait, puis ensuite d'être prêt pour présenter à l'enfant. Absolument, Josiane, c'est ça. Et puis, par la suite, on pensera à ce qui pourrait être difficile pour l'enfant, puis on réfléchira à une façon de simplifier la tâche ou encore d'avoir recours à des outils qui pourraient l'aider. Donc, on va enseigner à l'enfant comment réaliser l'activité et puis comment utiliser ces outils. Ça, c'est important. Et parlant d'outils, parce que dans ce chapitre-là, on va donner beaucoup d'idées concrètes, par exemple, pour brosser les dents, l'utilisation de la toilette, l'habillage, prendre la douche, le sac d'école, les repas. En fait, tout ce qui fait partie du quotidien de l'enfant. Et partout dans le livre, on a mis un petit icône de boîte à outils. Et ça mène à une page ressources. Il y a comme un code QR là, au début du livre. Et on va mettre plein d'exemples, des vidéos
des documents. On parlait d'outils, donc par exemple une séquence visuelle d'habillage divers à télécharger et tout ça. Des épisodes de balado, certains avec toi. Oui. Donc, on met des petites boîtes à outils pour dire, hey, voici un endroit pour aller plus loin, pour justement visualiser davantage la stratégie qu'on propose. Fait que c'est super pratique. Dans la même ordre d'idée, question 6, parce que le jeune va aller à l'école, comment on peut l'aider à composer avec toutes les facettes de son quotidien là-bas? Oui, parce que c'est souvent autour de la période de la rentrée scolaire, l'entrée en maternelle, que les enfants qui ont pas encore reçu leur diagnostic, bien, vont voir leurs difficultés mises en lumière. Ouais. Donc, il arrive aussi, par contre, que les écoles, les enseignants ne soient pas familiers avec le diagnostic du TDC. Puis, tout ça, bien, ça crée un contexte difficile pour l'enfant quand il s'agit d'être reconnu dans ce qu'il vit, d'être accompagné vers sa réussite. Mais justement, tantôt, on parlait de créer un espace affectif sécurisant. Donc, si on ne sait pas que l'enfant a un TDC, ce qui est souvent le cas en début de scolarité, c'est difficile de mettre en place des conditions favorables. Oui, tu as tout à fait raison. Puis, les défis que vivent les enfants, bien, ils sont pourtant bien réels, puis ils peuvent transformer une tâche ordinaire en un véritable parcours du combattant. Oui. En milieu scolaire, là, c'est clair. Oui. Puis ça, même si les défis sont souvent invisibles aux yeux de tous ceux qui ne sont pas confrontés. Puis c'est là que ça peut avoir l'air de paresse ou d'un manque de bonne volonté. Puis oui. C'est tellement l'inverse. Absolument, oui. Ils déploient beaucoup d'efforts, les enfants qui ont un TDC. Puis toutes les facettes de la journée de cet enfant-là, ils sont sujets à être affectés par son diagnostic. Qu'on pense à la gestion de son matériel, les apprentissages eux-mêmes, les transitions impliquant l'habillage, le déshabillage, la récréation, la période du repas, les cours d'art plastique, de musique, puis surtout les cours d'éducation physique. Donc, au secondaire, en Europe, on parle de collège et de lycée. Oui, on a pris soin de noter en italique, entre parenthèses, à côté de tous les termes français qui diffèrent de ceux du Québec. Et j'ai nommé notamment, pour être sûr de ne pas confondre nos lecteurs, le fameux cartable de l'Europe, qui est un sac d'école ici. Donc, on a un livre bilingue. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Donc, pour parler du Québec, là, au secondaire, on multiplie les défis parce qu'il y a plus de déplacements à faire dans le grand établissement scolaire, puis plus d'adaptation pour l'enfant qui a un TDC, qui doit changer de local puis d'enseignant à tous les cours. Oui, alors, on poursuivra dans ce chapitre-là avec toutes les stratégies concrètes, avec beaucoup de liens vers la page ressources là, pour l'utilisation du matériel, l'ajustement du mobilier, les outils scolaires, le rangement, le casier, l'intégration sociale aussi, et le fameux cours d'éducation physique, des stratégies pour les enseignants, enseignantes, lorsqu'il s'agit d'enseigner des actions motrices à l'enfant. Puis on va parler aussi des déplacements à pied, les enjeux de sécurité. C'est super important. Oui, vous allez voir dans la question 6, on a placé plusieurs petits icônes là, de boîtes à outils. Donc, vous allez avoir accès à plusieurs ressources. Question 7. Comment aider le jeune avec son écriture? Et non la moindre. Oh oui, c'est une grosse question, celle-là. Donc, pourquoi c'est une grosse question? Bien, c'est parce que pour des enfants qui ont un TDC, les défis liés à l'écriture sont très importants, sont courants, sont persistants. C'est quoi la statistique? Bien, en fait, c'est entre 50 et 88 88, oui, énorme. des enfants qui ont un TDC qui vont avoir des troubles de l'écriture, là, vraiment. Puis, comme on sait, l'écriture est l'une des composantes les plus problématiques pour eux. Alors, pourquoi écrire, c'est si difficile pour un élève avec un TDC? Bien, d'abord, le TDC, ça affecte la capacité de planifier, d'exécuter, puis d'automatiser des séquences motrices. Puis en même temps, ça peut perturber la manière dont l'enfant perçoit puis organise l'espace sur sa feuille, la perception visuelle. Alors, ces difficultés-là, bien, ça s'ajoute malheureusement pour certains en plus
à des éléments physiques comme un tonus plus faible, des articulations peut-être là, hypermobiles, moins stables, ce qui mène à un manque de contrôle postural, prise du crayon peut-être plus rigide. Et là, ben, c'est cumulatif tout ça. Donc, chaque enfant est différent. Je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut retrouver. Alors, des lettres qui peuvent être mal formées, mal orientées, des lettres trop petites, trop grandes, ou les deux, inconstantes dans le même texte, des tracés qui sont trop foncés, trop pâles, hésitants, retracés, saccadés, superposés, mal positionnés sur la ligne. Mhm. On voit ça souvent, hein? Ah, les espacements. Trop grand, trop petit. La gestion des marges aussi, commencer au milieu de la feuille ou le retour de ligne, parfois, c'est pas toujours au même endroit. Des fois, c'est intéressant, c'est curieux même de voir comment ça fait des lignes diagonales. Oui, tout à fait. Ou des vagues, hein? Des vagues, c'est ça. La vitesse d'écriture, avec tous ces éléments-là, ben, ça peut être plus lent. L'endurance, l'inconfort, l'enfant peut avoir de la douleur s'il appuie très, très fort. Et bien sûr, ben, l'engagement. Ça donne pas le goût d'écrire quand c'est dur, quand le résultat est pas là, puis quand on ressent de la pression, puis qu'on se compare aussi aux autres. Donc, justement, un gros sujet. Il faut préparer l'écriture avec cet enfant-là. Il faut s'y attendre, dans le fond. C'est ce qu'on va aborder. Et préparer l'apprentissage et ensuite l'accompagner durant l'apprentissage et des stratégies aussi pour intervenir quand les difficultés, malheureusement, sont là. Et pour plusieurs, le passage vers l'outil informatique aussi, l'enfant va avoir besoin d'être accompagné dans ça et dans le choix des méthodes qui vont être appropriées pour lui pour réussir cette transition-là avec succès. Alors, quand on parle de TDC, on ne peut pas passer à côté du sujet de l'estime de soi. Qu'on appelle aussi l'estime personnelle. Oui. Alors, question 8, comment aider le jeune à développer une saine estime personnelle ou estime de soi? Bien, il faut savoir d'entrée de jeu que l'enfant, il ne naît pas avec une bonne ou une moins bonne estime personnelle. Hein? Non, vrai. C'est ça. Ça se construit progressivement au fil de ses expériences de vie. Donc, au départ, l'enfant développe la perception de lui-même, principalement à partir du regard puis des commentaires, favorables ou non, on s'entend, des membres de son entourage. Mais plusieurs études montrent bien que dès l'âge de 4 ans, les enfants commencent déjà à remarquer leurs difficultés motrices, que ce soit à la maison ou à l'école. C'est jeune. C'est jeune. C'est jeune. Et aussi, vers l'âge de 8 ans, l'enfant commence à évaluer lui-même ses compétences puis à juger de sa valeur dans les domaines valorisés par son environnement culturel, son environnement familial, scolaire et surtout son environnement social. Ça veut dire quoi, les domaines valorisés par l'entourage? Peux-tu nous traduire ça avec un exemple? Oui, je vous donne cet exemple-ci. Écrire lisiblement, Josiane, c'est une compétence essentielle qui est valorisée à l'école, hein, on s'entend là-dessus. Mais à l'inverse, ce qui est, ou être capable de se faire une tresse, ben c'est en quelque sorte des compétences qui sont optionnelles, qui ne sont pas attendues de tous. Puis, en conséquence, ben, les maîtriser ou non aura moins d'effet sur l'estime de l'enfant. Donc, concrètement, avoir des difficultés d'écriture, ça peut m'affecter plus dans mon estime de moi que de ne pas... être capable de skier, par exemple. Exactement. Oui, OK. c'est en plein ça. Donc, concrètement, le message à retenir, c'est que les capacités motrices d'un enfant vont influencer son estime de lui. Oui, et ce, de manière significative. Oui. Question 9. Comment aider le jeune dans ses loisirs? On ne sera pas surpris d'entendre que les enfants avec un TDC ont souvent tendance à préférer des activités qui vont être moins physiques. Oui, plus sédentaires. Oui, puis les recommandations de Santé Canada pour tous les enfants, c'est de faire beaucoup d'exercices, de mouvements et tout ça, mais les recommandations internationales en regard du TDC sont claires. Hein? L'exercice régulier dans des environnements variés est essentiel pour l'apprentissage moteur et l'acquisition d'habiletés transférables dans la vie de tous les jours.
Et là, Josiane, hein, tu viens en fait de lire une citation de l'une des 35 recommandations de la EACD, la European Academy of Childhood Disability. La plus récente version date de 2019 et puis c'est vraiment important pour tout ce qui concerne le monde du TDC parce que ce sont des recommandations qui aident les professionnels, les intervenants à intervenir de la manière la plus efficiente possible et basée sur les données probantes auprès des enfants qui ont un TDC. Oui, un consensus international. Oui. Et tout au long du livre, il y a plusieurs de ces recommandations qui sont citées. Qui sont vraiment importantes à connaître pour les intervenants. Absolument. Puis, pour reprendre avec les loisirs actifs, c'est ça, c'est pas rare et c'est tout à fait normal que l'enfant éprouve moins d'intérêt pour l'activité physique si le rythme auquel on le soumet et les exigences des activités ne tiennent pas compte du diagnostic de TDC, de sa lenteur dans l'acquisition des nouvelles habiletés. Donc, on le sort tout le temps de sa zone proximale du développement, particulièrement lorsqu'on est dans des activités de groupe. Et toutes ces expériences-là, s'ils sont négatives, c'est sûr que ça donne moins le goût d'inclure des activités physiques, des sports, simplement aller jouer au parc dans ses loisirs moteurs. Oui, ce qui explique qu'il va plus être intéressé aux loisirs sédentaires, comme on disait d'entrée de jeu. Oui. Et parmi les activités sédentaires, c'est sûr, la lecture, tout ce qui est social, c'est merveilleux, c'est à maintenir, mais ça se peut qu'il y ait aussi beaucoup d'écrans et ça ajoute un défi pour les enfants. Oui, d'ailleurs, on propose des stratégies pour avoir une option en remplacement des écrans là, pour les enfants. Oui, des stratégies quand même créatives. Hein? Oui, c'est très bon. Question 10. Comment entrevoir l'avenir? Oui, c'est une question que certainement les parents se posent, hein, la majorité des parents. Donc, c'est bien normal que le parent s'interroge sur l'avenir de son enfant, puis surtout quand le diagnostic de TDC est accompagné de conditions ou de troubles associés, comme c'est souvent le cas. Par exemple, un TDAH, ça peut être aussi un trouble sensoriel, ça peut être un TSA même. Donc, le parent peut se demander, donc, est-ce qu'il va être complètement autonome, mon enfant? Est-ce qu'il va être capable de conduire une voiture de manière sécuritaire? Oui. Est-ce qu'il va être capable de vivre seul en appartement? Va-t-il pouvoir aller à l'université? Est-ce qu'il en a l'intérêt? Est-ce qu'il va être capable de bien gagner sa vie? Bien sûr, les réponses à toutes ces questions-là vont dépendre grandement du degré d'atteinte du TDC. Oui. Et aussi des interventions que l'enfant aura eues en ergothérapie notamment. À différentes périodes de sa vie. Oui, il peut avoir besoin d'ergo quand il est tout petit, puis une petite pause, puis après ça, on reprend un épisode de service, par exemple, à l'adolescence, quand les besoins sont différents. Exactement. Oui. Concluons en rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à intervenir, accompagner l'enfant, l'adolescent maintenant peut-être, ou le jeune adulte avec un TDC. Et tout ça commence par être sensibilisé au fait que ça existe, ce diagnostic-là. Et le premier pas, c'était bien sûr d'écouter le podcast. Le deuxième pas serait de vous procurer le livre « 10 questions sur le TDC » et de mettre en place les stratégies qui sont proposées. Oui, venez chercher les outils sur la page ressources. Et pour vous aider, je vais mettre dans les liens sous l'épisode où vous pouvez vous le procurer. Il est disponible un peu partout, librairie, pharmacie. Maison d'édition. Exactement. Il est disponible au Québec, bien évidemment, mais aussi en Europe. Alors, Christiane, merci pour ce podcast. Merci d'avoir été ma co-autrice pour ce livre-là. De retourner les remerciements. Et on se retrouve bientôt pour parler de TDC. À bientôt! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!